Alors nous voilà de retour, désolé pour cette petite coupure, on a eu un petit souci vraiment navré. Alors on en était à la présentation du match la défaite de Fribourg Olympique du côté de la Bulgarie, de Botevgrad, battu 84-78 et Marco nous analysait un petit peu ce match. Marco, pardon. Je sais pas jusqu'à quand on m'a entendu, mais voilà, je vais reprendre où j'en étais. En gros, voilà, je disais que vraiment une faillite des joueurs étrangers, surtout des petits de Fribourg, Marquis Jackson, Joey Crockett et le troisième, il m'échappe, comment il s'appelle, et Sean Barnett. 7 sur 23 au shoot sur un match coup près, c'est pas possible. Surtout que les joueurs suisses ont fait leur job. Fribourg est revenu au troisième carton sur vraiment l'élan de Arnaud Couture et Yuri Sokka. Malheureusement, il y a eu la blessure de Boris Mbala qui, à mon avis, va peser aussi lourd sur les matchs de Super Cup de la semaine prochaine. Mais voilà, je pense qu'il faut peut-être aussi se poser la question sur la complémentarité du duo Marquis Jackson-Sean Barnett, parce que je les ai quand même trouvés, au-delà des soucis qu'il y a eu dans le secteur intérieur, je les ai trouvés un peu limités aussi au niveau de la gestion d'équipe et de la main. Et puis je trouvais qu'il y avait un peu un manque là-dedans. Et puis au niveau des Suisses c'est vrai, Arnaud Couture a fait son job. Voilà, ils ont Gravet. Gravet un peu en dessous. Un peu en quand même. Mais voilà, un gros match d'Arnaud Couture, 6 sur 7 au shoot, 3 sur 3, 3 points. Lui, il a vraiment tout donné, quoi. Je sais pas ce que Julien en pense. Non, je suis d'accord avec toi. Après, moi, je pense qu'il y aura peut-être un souci à un moment ou l'autre. Ils ont des bons joueurs américains, mais la chose qui manque peut-être, c'est ces joueurs qui peuvent prendre un peu de responsabilité et des choses sur les épaules. Et moi, je pense justement que si c'est un Marquis Jackson, je pense que c'est un bon détonateur, c'est un très bon joueur. Mais après, est-ce qu'il peut vraiment prendre quelque chose sur les épaules? Ça, c'est un peu les questions que je me poserais. Moi, la question que maintenant que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que pour Fribourg, c'est peut-être pas une bonne solution de pas forcément jouer en Champions League cette année, au vu de l'effectif qui est peut-être un peu en dessous, et puis peut-être jouer avec, essayer de jouer. Parce que la signalée qui sont reversés en FIBA Europe Cup, qui est un peu plus faible, qui disputera durant le mois de janvier, qui débutera au mois de janvier. Si elle débute. Si elle débute. C'est même pas sûr. C'est ça le problème de cette année. Tous les jours avec cette situation. Le problème de cette année, c'est ça, c'est comment ça va se. Est-ce que les équipes vont perdre de l'énergie avec toutes les mesures qu'il y aura? Peut-être qu'il y aura des retours dans des pays qui vont être compliqués. Est-ce que ça va pas influencer sur leur rendement suisse, sachant que Fribourg n'a pas non plus une armada non plus cette année qui est largement supérieure au niveau suisse. J'ai l'impression que cette campagne européenne cette année, c'est un petit cadeau empoisonné. Puis déjà au plan financier, ça reste quand même un gros morceau, C'est pas après, de 10 000 francs. Après, s'ils engagent, ça veut dire qu'ils arrivent à l'assumer. J'espère. Faut espérer. Il y a 2 ans, ils ont participé justement à d'Europe et puis un peu contre toute attente, ils sont qualifiés. Ils ont fait des très gros matchs et chaque fois pratiquement sur les tours qualificatifs, ça s'est fait dans les dernières minutes, ça s'est fait dans rien. Après l'année passée, ils sont pas qualifiés. Cette année non plus. Donc je pense que ça va plus dans la logique et la première année, c'était peut-être un peu aussi un coup de chance et puis tout était aligné. D'ailleurs, il y a 2 ans, ils avaient vraiment une jolie équipe qui jouait vraiment très très juste. Je pense que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une équipe en Suisse qui jouait aussi juste que ça. Voilà, ils n'ont peut-être pas la même qualité aujourd'hui au niveau de l'effectif, au niveau de la justesse et tout. Mais après, on verra ce que ça donnera sur la suite. Bon, on a un petit peu fait le tour sur Fribourg. On va parler actu basket suisse maintenant. Le sujet qui fâche pour certains et qui réjouit pour d'autres, c'est le sujet d'épisode numéro 353 des Feux du Désamour. C'est le Vevey Riviera Basket. Alors, on l'a appris en fin de semaine dernière, le Vevey Riviera Basket est officiellement relégué en première ligue nationale suite à une décision du tribunal arbitral du sport. Ça vous fait pas trop mal au cœur? Comme amoureux du basket, bien sûr. Parce un club de moins. Mais comme Veveysan quand même, parce qu'on reste Veveysan. Oui, on reste Veveysan à jamais, mais ça ne veut pas dire que
on peut accepter tout du club Veuvezin non plus. Alors après, voilà quoi. Je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants de cette histoire. Je suis surpris et puis déçu. Ça fait plus qu'une première division à 9 équipes. Ça fait un peu tristounet, hein, bout de bois quoi. Ouais, en effet, alors le tribunal, je m'excuse, pardon, j'explique un petit peu à ceux qui n'auraient peut-être pas forcément connaissance, mais je pense que tout le monde en a connaissance. En effet, le tribunal arbitral du sport a donné raison à Suisse Basketball en reléguant les Veuvezins en première ligue nationale. Les reproches faits au VRB, bon, ils sont pas nouveaux ni surprenants, hein, confirment la conclusion et les positions de Suisse Basketball, notamment l'absence de capacité financière et d'organisation administrative suffisante du Vevey Riviera Basket pour prétendre à l'octroi de la licence A pour la saison 2020-2021. La fédération regrette l'attitude du Vevey Riviera Basket dans cette affaire, notamment d'avoir voulu évoluer à tout prix en SB League. Une saison en première division aurait mis le club dans une situation financière très dangereuse, avec un risque important de disparition du Vevey Riviera Basket, y compris du mouvement jeunesse. Nous espérons vivement que le Vevey Riviera Basket saura profiter de cette période de transition pour reconstruire des bases solides en vue de retrouver prochainement l'élite dans de meilleures conditions. C'est pas tout faux, puis on a eu ce jour, le club Veuvezin, par l'entremise de son président Nathan Zana, a écrit à tous les présidents de club un plaidoyer en la faveur du club Veuvezin pour que les présidents soient un peu solidaires et soutiennent un peu Nathan Zana dans sa quête d'SB League. Et puis on a eu aussi également un retour de Suisse Basket à ce niveau-là. Est-ce qu'on peut le lire ou... C'est quelque chose d'officiel. Vous pouvez voir par exemple sur la page Zone 52, la page Facebook Zone 52, la page des supporters du Vevey Riviera Basket. Quelqu'un s'est permis de mettre le document. Ouais, le document de Suisse Basket, la réponse de Suisse Basket. Maintenant, est-ce qu'on peut en parler, Julien? Tu as ça sous la main, j'imagine? J'ai pas vraiment ça sous la main, mais en gros... tu vas l'avoir. Tu vas l'avoir. Allez, vas-y, en gros, allez, dis-nous un petit peu en gros, je ne vais pas lire toute la soirée. Ce qui a été dit, c'est simplement que, première vue, que le président du Vevey Basket a contacté les autres clubs pour donner son point de vue sur ce qui s'était passé, je suppose que Suisse Basket s'est permis de leur côté aussi à donner leur point de vue par rapport à la situation, tout simplement. Normal. Je crois que voilà, l'histoire, nous, on va pas la faire ce soir. Je veux dire, il y a eu... On n'est pas là pour juger, moi, je vous dis, je vous donne mon sentiment. Moi, je suis fatigué. Franchement, ils m'ont fatigué. Ça fait 3 mois, 4 mois là. C'est vraiment, voilà. Moi, part du principe qu'il y a eu une demande qui devait être faite dans le timing, qui n'a pas été faite de la part du Vevey Basket. Donc, à ce niveau-là, on peut que donner raison à Suisse Basket. Dans nos jobs, si on ne présente pas les documents qu'on nous donne à l'heure, ou on se fait taper dessus, on se fait donner un avertissement, ou on n'accepte pas les choses qu'on reçoit. Là, c'est la même chose. Il ne faut pas oublier qu'on est à 1 semaine et demie du championnat. Comment tu fais pour réorganiser un calendrier, le branle-bas de combat que c'est de devoir organiser des salles en Suisse, de tout réorganiser la chose. Voilà, le problème dans cette situation, c'est que c'est une situation perdant-perdant. C'est perdant pour la Ligue, c'est perdant pour le club, c'est perdant pour les gens qui nous pour suivent. Le basket suisse, quoi, pour le basket suisse, pour les gens qui sont dans le club depuis des années, qui se donnent corps et âme. Vraiment, il n'y a aucun gagnant qui sort de cette histoire. Et ça, c'est peut-être le plus triste. Alors maintenant, est-ce que ce qui est dit, parce qu'il faut aussi prendre avec des pincettes ce qui se dit dans le club depuis plus d'1 année et demie. Moi, je vous le dis sincèrement, j'ai de la peine souvent à croire les choses qui se disent parce qu'il y a plein de choses qui se contredisent. Après, voilà, c'est discutable. Est-ce que le club de Vevey aujourd'hui est à 0 et puis montrer pas de blanche? Selon le document de Suisse Basket, c'est pas le cas. Et puis selon le document de Vevey Basket, c'est le cas. Donc voilà, au bout d'un moment, ce qui est du lard ou du cochon, voilà. Nous, on n'est pas experts et puis ça, c'est voilà. Maintenant, il y a une situation où le Vevey Basket est relégué en première ligue. S'il vous plaît, il faut arrêter, quoi. On va pas commencer à repartir dans un tribunal ou quoi que ce soit. C'est ce que Nathan Zana veut faire. Mais au bout d'un moment, il va aller au tribunal fédéral. Au bout d'un moment, stop.
Je veux dire, stop, je pense que sur le coup, on a été assez ridicule et puis la situation elle est déjà beaucoup trop loin. Je pense qu'au bout d'un moment, voilà, il faut assumer et puis voilà. Est-ce que c'est une bagarre personnelle? Est-ce que c'est un règlement de compte? Est-ce que c'est un exemple que Swiss Basket veut faire suivre? Tout est discutable, tout ça, voilà. Maintenant, il y a une situation, il y a une décision qui a été prise et il faut aller de l'avant, quoi, je pense. On lui conteste justement un peu la manière dont les choses ont été faites. Après, on n'est pas vraiment au courant de ce qui se passe. Donc ça, c'est entre lui et puis Swiss Basket, parce qu'au final, on n'a jamais d'infos. Il n'y a jamais rien qui est dit réellement publiquement. Puis quand des gens essaient de savoir plus, ben voilà, ils peuvent pas savoir, ou alors on leur fait comprendre qu'ils doivent pas savoir. Ben nous, on a la même chose. Par contre, ce qu'il y a, moi, ce que je relève quand même, c'est tout ce qui est dit, toutes les incohérences. Par rapport à ça, je pense qu'on peut dire quelque chose. Parce qu'il y a plein quand même de choses qui sont dites et qui sont totalement incohérentes les unes avec les autres. Alors, c'est pas ce qui se passe entre Swiss Basket et entre le club. Est-ce qu'ils ont fait ça dans les temps? Est-ce qu'ils ont donné tel document? Est-ce qu'ils sont à jour là-dessus? Mais moi, ce que je relève quand même, c'est que, par exemple, l'année passée, je me souviens qu'au mois de juillet, a été annoncé un budget de 450 000 francs. Oui. Et au mois de mai, je crois que c'était face à toi, Florian, il a été dit que le budget de la saison était de 580 000 francs. Et dernièrement, il a été mis dans le journal, c'était au mois de juillet, comme quoi le budget allait être descendu d'environ 35% pour se situer à 600 000 francs, ce qui signifie à partir de là que le budget était de 900 000 francs. Ouais. Donc, on nous annonce un budget de 450 000 francs, et puis un an après, on nous dit en gros qu'il était de 900 000 francs. Mais c'est tout le temps des chiffres différents. Et c'est pour ça qu'on a de la peine à croire qui que ce soit, parce qu'on a l'impression que c'est mensonge sur mensonge. Et puis, bon, au bout d'un moment, écouter des mensonges, c'est fatigant, donc on n'écoute plus, quoi. Après, donc, on nous annonce un budget qui serait en baisse, donc qui se situerait à 600 000 francs pour la saison à venir. Et on a appris ces dernières heures, en gros, que le budget qui avait été annoncé était de 780 000 francs. Abaissé à cause de je crois, Swiss Basket qui a demandé de faire attention, puis de rabaisser certaines choses qui descendaient à 700 000. Donc au niveau du budget, il y a quand même quelque chose qui n'est pas cohérent. Puis je pense qu'on peut quand même dire que ces 15 ou 20 dernières années qu'on a suivi un petit peu le championnat suisse, qu'une bonne partie des problèmes qu'ont eu les clubs sont des problèmes financiers. Du fait qu'ils aient beaucoup trop dépensé, qu'ils aient les yeux trop grands. Et moi, j'ai un peu l'impression, quand je vois tous ces chiffres qui sortent, qui sont doublés, qui sont divisés et tout ça, qu'en fait, il n'y a pas de budget. C'est en gros, on dépense, puis une fois qu'on a dépensé, il faut trouver l'argent pour payer ce qu'on a dépensé. Et ça, en Suisse, si tu fais ça, tu vas droit à l'abattoir. Tu peux peut-être le faire quand tu es le Real Madrid, quand tu quand tu es le PSG, quand tu es un gros truc, et puis tu sais que derrière... tu auras plein de soutien de partout, mais... On n'y est pas, hein. Ouais, mais là, par exemple, Swiss Basket aurait pu faire une exception, par exemple, une année un peu spéciale. On s'est dit, tiens, il y a le Covid, ils n'ont pas pu faire tout propre, tout beau. Alors, peut-être, je me pose la question, si c'est peut-être, mais après, jusqu'à quel point? Parce qu'on justement, on ne sait pas ce qu'il y a au fond. Oui, on ne sait pas tout, c'est ça bien ça. Peut-être qu'ils l'ont fait, puis on ne sait pas. Mais il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, en fait. Ce qui est grave, c'est qu'ils ont... une alternative. C'est ce que j'allais dire. Ils ont proposé la Ligue B 3 fois. Qui a été refusé. Et 3 fois, ils leur ont dit non, c'est ou la SB League, ou on arrête tout et on part. Alors, déjà rien que ça, rien que le comité. C'est peut-être une menace pour histoire de faire la pression, mais c'est pas des bonnes raisons. En tout cas, la chose qui est sûre, c'est qu'on va avoir un championnat à 9. Ça, c'est mieux d'avoir un championnat à 10 parce que déjà, voilà, t'as une équipe qui est en stand-by tous les week-ends. En plus de ça, je veux dire. Je pense que si tu es autant Veuvaison qu'un joueur externe ou d'une équipe externe, venir jouer aux Galeries du Rivage, c'est quand même, je pense, une date sur ton calendrier qui est quand même spéciale. On peut dire ce qu'on veut. Il y en a qui arbitraient aux Galeries du Rivage. C'était une date soulignée. Oui, toujours. C'était toujours. D'ailleurs, il se fait pas. Les galeries ne se font pas. La Galerie du Rivage ne se font pas appeler le temple du basket pour rien. Voilà, donc j'ai réussi à le faire parler. Non mais voilà, ce que je veux dire c'est que je pense que c'est pas non seulement une perte pour le Vevey Basket, c'est une perte pour le basket suisse,
Mais voilà, au bout d'un moment, il faut aussi, il y a aussi un club derrière, hein, il y a aussi un mouvement jeunesse, il y a aussi. Mais il avait aussi été dit, chose. à part ça, dans la presse, que le club allait faire l'impasse sur un joueur étranger pour pouvoir payer un coach professionnel pour le mouvement jeunesse. Et finalement, le joueur étranger qui ne devait pas être là, donc qui avait été mis de côté, il apparaît quand même. Et au final, voilà, comme je disais avant, on annonce un budget petit à 600 000 francs, qui est déjà un gros budget pour la Liga, et finalement on arrive avec 780 000 francs. Et 780 000 francs, quand on regarde un petit peu les autres budgets de Liga, on arrive dans un top 3, top 4. Top 4, hein. Ouais, facile. Et je ne sais pas combien de fois Vevey a eu 780 000 francs de budget depuis 20 ans. La dernière fois, t'étais pas né. C'est ça, se trouve, c'est le cas. Il y a déjà eu Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a déjà eu ce budget-là? Oui, l'année passée, certainement. Mais l'année passée aussi, voilà, selon ce qu'on a entendu, le budget qui était annoncé de 450 000 francs était, selon ce qu'on a vu comme chiffre, de 850 000. Ouais, c'est juste Moi, ce que des j'espère, chiffres incroyables. Moi, ce que j'espère, c'est que la décision est tombée. Maintenant, il faut assumer. Et assumer parce qu'il y a, comme disait Marco, il y a un club derrière, il y a des jeunes, il y a tout, il y a un mouvement jeunesse et tout. Et puis, pour tout jeune, l'objectif, c'est de jouer dans la première équipe. Alors maintenant, jouer la première équipe en première ligue ou la première équipe en SBL, c'est différent. Mais toujours est-il que... Bon, il aurait fallu qu'il joue aussi déjà. Oui, donc ça c'est Voilà. c'est aussi quelque chose, mais j'entends c'est toujours... La vitrine n'est pas la même. Le sucre, il n'est pas le même. Toujours un rêve. Alors j'espère que M. Zana assumera et continuera et ne partira pas comme un brigand ou un voleur. Et il restera et il assumera le fait que Faut espérer. ça ne s'est pas passé comme il le souhaitait ou comme le comité le souhaitait et que il travaille justement pour remonter le plus vite possible dans l'élite du basket. Personnellement, je ne vois pas pourquoi il partirait, parce qu'en arrivant, ce qu'il a vendu, c'est une structure pour développer les jeunes. Ouais. Donc il a jamais parlé de gagner un titre l'année passée ou quoi que ce soit. Après, il y a peut-être des choses qui ont été faites, mais c'est pas ce qui était vendu au départ. D'où la compréhension. Pourquoi cette inflammade l'année passée de joueurs, parce qu'on répète, hein, pour il y en a une flopée, hein. 24 joueurs. Très bonne question. C'est énorme. 24 joueurs sous contrat. 2 équipes. Je veux dire, alors, il y en a qui sont partis parce qu'ils supportaient pas le coach, mais voilà, il y a eu quand même des changements d'étrangers, il y a eu quand même... il y a eu plein de choses. Donc c'est ça, quoi. Affaire à suivre. Ouais, on a quand même une grosse pensée pour les supporters du club qui vivent ce soir. Ils vivent leur assemblée générale. Et puis Marco s'amuse avec le micro. T'as des soucis. Il me dit de le monter. T'aurais mauvaise haleine ou bien? Il s'abaisse. Allez, on va se lancer maintenant. On vous a présenté la semaine dernière les 5 premières équipes d'SB League. Là, on va vous présenter les 4 dernières, du coup, vu qu'il y en a une de moins. Et puis, on va commencer par celle de Massagno, et en parlant du bilan de la saison passée, des transferts. Marco, Julien, on vous cède la parole, nous on s'en va. On va voir. On va manger des chips. Sam Massagno, saison l'année passée assez décevante, j'ai trouvé, pour l'effectif de base qui était annoncé. Énormément de joueurs blessés ces dernières saisons à Massagno, très souvent des effectifs un peu tronqués. Quand on sait dans la salle à laquelle il joue, c'est pas étonnant. Pourquoi ? Parce que c'est une salle où il fait froid, c'est une salle qui est spécialement faite pour... Pourquoi les galeries du rivage, il fait entièrement chaud? Le ring hockey, là, comment ça s'appelle? Oui, le ring hockey. C'est pas des conditions d'entraînement, je pense. Puis je sais pas s'ils peuvent... Ils s'entraînent toujours dans la salle où ils jouent? Pas toujours, mais c'est un peu comme dans tous les clubs. Mais la salle dans laquelle ils jouent, je pense pour des joueurs, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ok. Et puis assez effectif, assez instable avec des blessures, un changement, un truc qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Je sais même pas si on avait vu un transfert d'Américains. Il y avait eu Ray-John Kelly qui s'était fait transférer pour Eric Colter, changer, ça fait un peu style américain, un échange de joueurs. Selon les bruits, il y avait des soucis un peu financiers parce qu'en très peu de temps, il y a justement eu Ray-John Kelly qui est parti et il y a aussi Jules O qui avait quitté le club. Donc selon les bruits... Ils avaient récupéré Western Malteny en même temps.
C'est pas faux. Donc je pense que c'était compensé au niveau voilà. Mais voilà, si on part sur cette saison, moi je veux juste commencer, c'est une équipe qui me fait qui me fait très peur. Qui me fait très peur parce que dans le sens où c'est une équipe de coqs. Il y a des chefs. Marco Mladjan, Dusan Mladjan, Wester Molteni, je pense qu'au niveau de l'ego, au niveau suisse, je pense qu'on est quand même dans le top. Hein. Donc je dis pas que c'est des mauvais joueurs, loin de là, c'est des excellents joueurs, mais au niveau de la gestion mentale et puis des égos et puis du ballon, j'espère ça pourrait faire des étincelles. J'espère que le manager il est solide parce que je pense que ça peut faire des étincelles si ça se passe pas comme il faut que ça se passe. Je pense que c'est des joueurs que si ça va pas dans le bon chemin, c'est pas eux qui vont remettre l'équipe dans la bonne direction. Et puis dans ça, je pense que ils ont eu 2 pertes qui sont quand même à signaler, c'est Miljanic et Sinclair. Miljanic c'était le Serbe et puis Sinclair c'était l'Américain, pour 2 raisons. Miljanic est déjà un joueur de club qui mettait vraiment de la grinta, de la défense, un peu du dirty play comme on dit, ça veut dire que c'est le gars que si il avait besoin de mettre un petit coup de coude, il allait le mettre volontiers, puis ça le dérangeait pas de se faire siffler par la salle entière. Donc, mais c'est des styles de joueurs que t'en as besoin. Et puis Sinclair c'était un peu le soldat aussi qui était un peu défensif et qui se chargeait un petit peu du sale boulot défensif. Dans cet effectif, ce Sinclair aurait été remplacé par Nottage. Je pense que Nottage remplace Colter. Je pense que Sinclair n'est pas remplacé dans cet effectif-là. Pour l'instant, dans en tout cas l'effectif qui est annoncé par Massagno, il y a 3 étrangers là. Ouais, donc et puis ils partent avec comme ça. Donc 3 étrangers, dont Uroš Lekar qui est blessé. Hein. Donc, il est tout le temps blessé, je crois. Il est très souvent. Ils ont beaucoup de joueurs souvent blessés dans cette équipe, hein, parce qu'entre Angelkovic, Slokar, l'année passée, comme tu relevais, il y avait Jules Haut qui a aussi fait beaucoup de à l'infirmerie. Puis Gruniger aussi, depuis 3 ans. Justement, Gruniger, pour moi, c'est ce qui va faire changer peut-être la donne s'il revient en forme. Il est annoncé de retour sur le mois de novembre, si ça se passe bien. Gruniger, c'est le gars qui va peut-être pouvoir apporter cette qualité défensive, parce que c'est quand même un joueur qui est reconnu pour ses qualités défensives en premier lieu. Mais tant qu'il n'y a pas Gruniger, moi, dans cet effectif, mais qui c'est qui va défendre ? Franchement, c'est Dusan, tu vas pas lui demander à 33 ans de défendre, il a jamais défendu, donc c'est pas à cet âge-là qu'il va défendre. Marco Mladjan, c'est pas non plus. Alors, niveau talent offensif, ils en ont plein les mains. Oui, plein les mains, c'est ça. Mais ce qui se fait de mieux. Puis il y a aussi ce choix d'avoir pris de re-signer Pascal Choukvou, qui est un grand pivot de 2m18. Il s'était pas blessé en fin de saison aussi. J'ai pas le souvenir. Je crois pas. Non. Je me sens pas. Okay. Il est resté en bonne santé, mais il c'est quand même ils vont un peu dans l'autre sens on va présenter les effectifs après, mais en ce moment ça tourne, les pivots tournent entre 2 mètres et 2 mètres 5 dans le championnat suisse. Puis là on a ce grand joueur de 2m18 qui est là, et on se dit Massagno, ils sont un petit peu à contre-courant quoi, entre un Uroš Lekar à 2m10, un Pascal Choukvou à 2m18, voilà quoi, ils vont un peu à contresens. Moi j'ai un problème avec l'effectif, je trouve qu'il est pas très, je le trouve pas très très cohérent, pas très complet. Donc ils me font un peu soucier. Je sais pas ce que t'en penses. Ce sera pas très athlétique, de toute façon. Il y a des grands minces. Minces, je pense qu'ils sont tous minces, mais en tout cas grands. Ouais. Mais il y aura des manques athlétiques en tout cas. Pas vite. Il y a 3 joueurs suisses qui sont parmi les meilleurs joueurs suisses. Oui. Mais c'est vrai qu'ils peinent parfois un petit peu sur l'effort. Après, ce qui manquera, je pense justement que l'année passée, ce qui par moment tenait quand même la chose, c'était, je pense, justement Sinclair, Miljanic et Jules Haut quand il était là. Parce qu'ils avaient justement cette attitude un petit peu qui manque en général. Alors, à première vue, Eric Nottage a un petit peu aussi cette attitude-là. Mais est-ce que ce sera suffisant ? Il faudra voir qu'ils auront comme 2e joueur étranger. Puis après, il y a ces histoires de blessures aussi. Parce que les joueurs qui sont blessés un peu sans cesse depuis 2-3 ans, 4 ans,
je pense pas qu'ils vont tous aller bien en même temps non plus. Ouais, puis après, il faut aussi voir un gars comme Western Molteni, où c'est qu'il place actuellement le 5-5 dans son cœur, hein, parce que s'il a négocié que chaque fois qu'il y a un tournoi 3-3, alors ça, peut-être qu'une fois, tu nous feras un petit bilan des rendez-vous 3-3 qu'il y a dans la saison, là, mais il risque d'être absent quand même certains week-ends. Donc, si tu enlèves encore Western Molteni à l'équation, je vois Massagno beaucoup plus prenable que les autres saisons. Oui, ils auront des capacités de battre tout le monde, bien sûr, parce qu'ils sont comme des joueurs de qualité. Mais après, je pense des fois, l'envie fera défaut. Ouais, puis le jour où il y en a un qui touche moins la balle que l'autre, on verra si ça fera l'effort de revenir en défense et puis de se battre, sans que ça se prenne la tête dans un temps mort ou comme ça. C'est un petit peu l'image que j'ai d'eux. Donc on espère pour eux que tout va bien se débrouiller. Tout aille dans le bon sens, quoi. Ouais, mais tu sais que de toute façon, quand tu as un effectif comme ça, tu prends un risque. On n'est pas dans le bon cours où tu sais que t'as des bons soldats qui vont aller tête baissée, puis qui vont écouter le coach et puis qui vont tout donner pour le club. Là, on a plus des gars, à mon avis, qui pensent savoir mieux que le coach. Donc, quand c'est comme ça, c'est pas bon. C'est jamais très bon. C'est jamais très bon. Ok. Bon, en même temps, quand tu regardes les trois joueurs, justement les frères Mladjan et Molteni, ces trois joueurs, au final, on a un petit peu l'impression qu'ils sont un peu en fin de carrière. Ils sont retournés à la maison, ils sont retournés au Tessin. Bon, Marco Mladjan, à 27 ans, c'est dur de dire qu'il est en fin de carrière. Mais il a passé par Fribourg, il a passé par Genève. Oui. Il lui resterait quoi à Neuchâtel. Tu vois la trajectoire, effectivement, ça, c'est ce qui te fait un peu penser à une fin de carrière. Donc au final, ils ont trois bons joueurs maison. Qu'il faut entourer par des joueurs qui compléteraient leur qualité et leurs défauts. Ouais, après, c'est clair que le fait d'avoir pris deux intérieurs de 2m10 et 2m18, ça peut faire peur justement pour encadrer ces joueurs-là. Ouais. Alors nous, on a un petit peu aussi lu un peu leur article en italien et tout ça. On voit quand même qu'ils ont subi le Covid. Hein. Ils subissent le Covid aussi au niveau du budget, etc. On sent qu'ils ont plus... Ouais, mais ils n'ont pas beaucoup de jeunes issus du club. Ouais. En fait, c'est les mêmes jeunes qui a 4 ou 5 ans, puis qui ont pris des années. Qui ont pris des années, ouais. Un Martino, un Hilton. Alors que Sam Massagno, c'est quand même un bon mouvement jeunesse. Ouais, mais entre bon mouvement jeunesse et être prêt pour jouer en Liga, il y a un monde. Hein. Si tu les intègres jamais. Je pense qu'il y en a qui ont été intégrés, mais après Lugano, on a pris un ou deux l'année passée. Oui. Après, il ne faut pas oublier que Massagno, c'était une grosse écurie. Hein. Les 2-3 dernières années, c'est une grosse écurie. Et puis, ils ont eu des résultats. Ils étaient là en Coupe de la Ligue. Ils ont fait des finales de Coupe de la Ligue. Voilà. Ils n'ont peut-être pas misé sur la jeunesse non plus à ce niveau-là, à ce moment-là. Comme il dit, peut-être qu'il y en a un ou deux qui sont partis sur Lugano. Et puis, quand tu vois que nous, dans notre mouvement jeunesse, tu n'arrives pas à en sortir un depuis 10 ans, peut-être qu'ils n'ont pas un réservoir qui est si grand. Et puis, comme je t'ai dit, c'est pas parce que tu mets 15 points en junior que tu es capable de pouvoir tenir la route 10 minutes en Liga, quoi. Le mandat des adultes en Liga, il est différent, quoi. Bon, je crois qu'on a un petit peu fait le tour sur Massagno. Julien, on est bon, hein, on est bon. Alors, désolé de ne pas avoir d'image, c'est vrai qu'on a un petit peu recherché, on n'a rien trouvé, que ce soit du côté de Massagno ou du côté de Montais. C'est la prochaine équipe qu'on va un peu depser, on n'a pas trouvé d'image, malheureusement. Ben voilà, on va se lancer sur le BBC Montais-Chablais. J'ai envie de dire, c'est un peu normal qu'on n'ait pas d'image sur Montais. Vu que ça fait une semaine qu'on sait qu'ils vont jouer. Oui, mais pour ceux qui ne savent pas, j'essaie de leur dire, voilà, on n'a pas d'image, désolé. Voilà. Alors, on part sur le BBC Montais-Chablais. Ouais, alors des rescapés de l'été, hein, eux, c'est les grands gagnants de l'été. Les grands gagnants, on n'en a pas parlé. Par rapport au Vevey Riviera Basket, ils pourraient se trouver dans la même configuration à la fin de cette saison, lors de la demande de licence. S'ils n'ont pas leur licence en première instance, le cas sera le même que le Vevey Riviera Basket. Ça ne change pas que dans 2 semaines, eux, ils vont jouer. Alors là, on est bien d'accord. Voilà. Mais peut-être qu'ils... Ouais, enfin bref, c'est un autre débat. Musique d'avenir, mais voilà. Si on part sur l'année passée, on voit un Montais budget qui est coupé d'année en année. De plus en plus, depuis leur titre de champion suisse, on voit que le budget il prend cher un peu chaque année. Et puis là, ça est arrivé l'année passée, à arriver à une demi-finale de Coupe de la Ligue, donc se qualifier dans le dernier carré, avec un effectif
qui était pas mal, mais qui n'était pas non plus destiné à jouer les premiers classes du classement du championnat suisse. Un gros travail de Patrick Pembele pour sa première saison pleine, avec une grosse touche défensive. On sait que Patrick, c'est quelqu'un qui privilégie la défense, et puis avec un effectif qui, même s'il n'était pas le plus talentueux du championnat, travaillait dans le même sens. Un choix d'étranger en la personne de Dunans, qui était un peu un couteau suisse, donc très intéressant pour un effectif à petit budget, un gars qui peut jouer un moment à la main, un moment sur l'aile, même des fois dépanner en poste 4, qui prenait pas mal de rebonds. Un Miloš Janković, qui, on sait, comme on en a parlé l'année passée, n'est pas dans les top prix des joueurs étrangers, mais qui est diablement efficace, qui a été élu meilleur intérieur du championnat. Une petite erreur de casting l'année passée avec Melvin Prochet, où c'était pas du tout le profil annoncé. Mais même avec ça, ils ont quand même réussi à faire une saison correcte. Et puis ce Prochet a été remplacé par Vincent Bailey juste avant la Coupe de la Ligue. On n'a pas pu le voir longtemps parce que y a eu l'arrêt Covid. Mais voilà. Si on parle de cette année, grosse perte, c'est Noé Nabir. Noé Nabir, c'est vraiment le gars qui était le plus talentueux au niveau des joueurs suisses, qui arrivait avec un profil qui est parti du côté d'Union. Qui est parti du côté d'Union, effectivement. Donc lui, profil qui va manquer un peu dans cet effectif. Je sais pas ce que t'en penses, Julien, mais voilà, on a quand même l'impression que pour un sauvetage in extremis, c'est pas dégueulasse. Ils s'en sortent très bien. Ouais. Donc je te laisse discuter sur les étrangers. Noé Nabir, effectivement, a quitté le club. Fallait s'attendre de toute façon qu'il y ait des propositions, puis que Montet ait de la peine de toute façon à s'aligner par rapport à ça. Miloš Janković, comme tu as dit, qui faisait le job à lui tout seul, presque dessous, parce qu'il est comme dur à bouger. Et ils ont été remplacés en fait ils ont été remplacés par cet Arthur Edwards, qui avait signé la saison passée à Boncourt, mais qui n'a jamais atterri, qui a un joli CV. Il n'y a pas d'aéroport là-bas, c'est pour ça. Ça doit être pour ça. Mais voilà, ce joueur en fait n'a jamais débarqué à Boncourt. Il a un joli CV, il a de bonnes choses, mais par contre, on se demandait, qu'on discutait un petit peu avant, comment ça va se passer avec lui, parce qu'il a des références qui... Il n'a pas beaucoup de références. Il n'a pas beaucoup de références en fait, quand on regarde bien au bout du En Europe, il a 12 matchs, je crois. 12 matchs en Bulgarie. Oui, il n'a pas beaucoup joué en fait. Il a quoi, 27 ans, je crois, si je ne me trompe pas maintenant. Alors il a l'air très fort. Il a l'air d'avoir un nom quand même qui claque un petit peu, mais il y a comme certaines questions, mais c'est plus par rapport au personnage, on pourrait dire. Moi, le profil, à la lecture du CV. Ouais, moi, le CV, il me fait un peu penser à Joel Wright. Aussi, qui avait passé un peu sur cette G-League sans vraiment de référence européenne. J'espère qu'ils ont un peu moins de problèmes avec lui au niveau du comportement que ce qu'ils avaient avec Joel Wright. Mais après, quand tu vois justement un petit peu le CV, c'est un peu ce qui pourrait faire peur, justement. Peut-être un peu le caractère. Ça donne le sentiment d'un joueur fragile, en tout cas. Ça il... ça on le verra durant la saison. Après, peut-être on se totalement, mais c'est vrai que c'est un sentiment qui... Voilà. Et l'autre joueur qui vient, c'est Trent Weaver, qui est un intérieur blanc, qui a joué plusieurs saisons. T'as quelque chose contre les blancs? Qui a joué plusieurs saisons dans des championnats nordiques, et puis comme plusieurs de ces joueurs qu'on a vu débarquer en Suisse ces dernières années, qui ont fait 2-3 ans en Hollande, au Danemark, en Suède ou en Finlande. C'est des joueurs en fait qui ont l'air assez stables, un joueur stable, avec des stats stables aussi. Donc je pense qu'il a tout pour faire quelque chose qui tienne la route. Ouais. De valeur sûre, hein, avec Chad Timberlake et Vincent Bailey, tu sais ce que tu engages. C'est des gars qui sont références en Suisse. Un Chad Timberlake, on est un peu dans le même discours d'un Nemanja Kalasan que la semaine passée. Tu sais que c'est un gars qui va être irréprochable au sein du club, qui va toujours être irréprochable au niveau du professionnalisme. Tu sais que ce qu'il va te donner, il va te donner ses 12-13 points par match et 4-5 assists. Vincent Bailey, c'est quelqu'un qui maintenant
avait fait une très bonne saison sur le côté de Boncourt. L'année passée, alors c'est difficile de le juger sur les 4-5 matchs qu'il a pu jouer avant qu'il y ait l'arrêt Covid, parce que tu dois quand même avoir un petit moment pour t'intégrer. Il est arrivé juste avant le Final Four de la Coupe de la Ligue, où il avait été un petit peu en difficulté, mais voilà, il lui fallait un petit peu de temps, mais au moins tu sais que tu prends pas de risque et tu sais ce que tu signes, quoi. Donc Vincent Bailey, il a facilement 18 points par match dans les mains. Maintenant, où on se pose la question sur cet effectif, si vous regardez sur la colonne des tailles, le plus grand c'est Weaver. Et nous, quand on voit les vidéos de Weaver, c'est un gars qui aime aussi beaucoup s'écarter. Donc, quand on parlait de Chukwu avant à 2m17, là on a la version Mike D'Antoni, Houston Rockets. Mike D'Antoni, si jamais il joue en NBA avec un pivot qui fait 1m97. Hein. Donc ça donne un peu ce sentiment-là. Alors, c'est peut-être une direction, c'est peut-être un choix, c'est peut-être qu'il n'y avait pas sur le marché un joueur qui était grand, et puis ça coûte cher aussi, hein. C'est un prix, un grand, donc... maintenant la mode est plutôt à prendre des joueurs de 2m2, 2m3 qui vont un petit peu taper dedans plutôt que prendre des grands. Mais c'est vrai qu'il manque peut-être quand même un grand qui peut absorber le choc un peu. Mais par contre, j'ai entendu un bruit comme quoi il y a un joueur américano-suisse, Vauvezan, qui sera en contact avec Monté. Bon, allez, crache le morceau. Non, mais de toute façon, vas-y, dis. J'en sais rien de plus. Il se mouille pas, il se mouille jamais. Hein. Il y a 2 américano-suisses, je crois. maintenant. Il y en a pas beaucoup en même temps. Hein. Mais je pense que c'est le grand. Oui, c'est Fognetta, je pense. Oui. Ouais. Donc voilà. Mais de nouveau. Après, est-ce qu'il fera l'affaire, ça c'est encore une autre question. Après, il faudra se poser la question, parce qu'il faut pas se cacher que la situation du basket, ça va ouvrir des portes. Hein. Est-ce qu'un Jonathan Dubas va pas être attiré? On sait que Jonathan et puis Patrick, ils sont quand même amis. Est-ce que Jonathan, alors après ça sera à voir financièrement si c'est faisable ou pas, mais est-ce qu'un Jonathan va pas être attiré de revenir peut-être sur le côté de Montet? Ça ferait un grand de plus, et puis Jonathan Dubas dans cet effectif là, il va taper en bas, oui. Il est cohérent, donc à voir. Il faut pas oublier qu'il y a éventuellement 12 joueurs qui vont se libérer du côté de Vevey. Bon, là, on en apprend déjà une. Thomas Jurkovic aurait signé au Lion de Genève. Bon, c'est pas une surprise. Mais... Non, ça on savait. On reviendra après sur les Lions de Genève. Voilà, ça sera l'occasion de... Mais là, elle est tombée pile poil. Bim. T'aurais pu attendre qu'on parle de Genève. Mais on va y venir. Mais là, je suis tombé dessus par hasard. Je suis désolé, les gars. En tout cas, il y a une chose pour conclure sur Montet qui est sûre, c'est que cette année, au vu de ce qui s'est passé durant l'été, je pense qu'on va difficilement reprocher un résultat à Patrick Pembele. Je veux dire, là, ça fait... il a une semaine peut-être où il a pu travailler, peut-être qu'il n'a même pas encore ses Américains, je ne sais pas, qui ont débarqué en Suisse. Il a peu de temps pour se préparer. Maintenant, le risque, c'est qu'il y ait des blessures, etc. Mais on va pas pouvoir lui reprocher. Et puis, si aujourd'hui, il a déjà ses joueurs, c'est que Patrick, il a fait un super travail en amont, avant d'avoir la licence. Il a essayé de tenir, je pense, au chaud ses joueurs suisses, parce que à Marlon Kessler, il peut quand même potentiellement intéresser des gens, hein, Brunel Tutonda aussi. Donc je pense qu'il a quand même dû avoir un discours un peu au téléphone, un peu rassurant, et puis il a quand même fait ce travail en amont. Et ces Américains, il les avait déjà avant que Montet avait sa licence, et une fois qu'ils ont eu la licence, il a débloqué les choses. Mais quand tu vois l'effectif qu'ils ont par rapport à tous les problèmes qu'ils ont eu, au final, ils ont l'effectif l'année passée et ils perdent un navire. Voilà. Après, un navire, on va pas se le cacher, c'est quand même une grosse perte, mais que s'ils font peut-être leur marché sur Vevey, ils vont pouvoir peut-être le compenser. C'est dommage, parce que moi, un Thomas Jurkovic... Mais si on parle de Thomas Jurkovic avant, moi je l'aurais peut-être plus vu là que... Il faut peut-être avoir les moyens. Mais si tu prends le Montet de l'année passée... pas payé, tu prends le Montet de l'année passée... Vous l'avez peut-être pas subir 2 années de suite. Et tu reprends le Montet de cette année-là et tu rajoutes Jonathan Dubas. Est-ce que le Montet de l'année passée est mieux que celui qui est là avec Dubas? Non, je suis pas sûr.
Effectivement, non, mais ils ont fait, franchement, c'est bluffant d'avoir un effectif comme ça, sachant qu'ils ont travaillé dans l'urgence. Donc, ils ont tout pour bien faire. Mais de nouveau, il a un peu cette excuse que si ça se passe mal, il aura l'excuse que, voilà, ils ont eu quand même un été agité, et puis voilà. Bon, de toute façon, je pense que cette année, entre les étés agités, les saisons agitées, les préparations... Ah oui, ouais, c'est l'année de l'agitation. Je pense qu'il y en aura des excuses. Hein. C'est l'année de l'agitation. Mais on va pas se le cacher, le facteur X, c'est quand même Edwards. Edwards, si c'est une vraie bonne pioche, à mon avis, c'est ce qui va faire que l'effectif... parce que c'est vrai qu'au niveau du scoring, je pense que ça va être beaucoup dans les mains de Weaver et puis des étrangers, quoi. Je pense que ça va vraiment... Les joueurs suisses sont des soldats. Tutonda peut marquer une dizaine de points par match, mais les autres c'est des soldats. Marlon Kessler c'est un joueur défensif, Victor Despont c'est quelqu'un qui a de la grinta et qui peut donner des minutes de jeu, mais ça reste quand même des soldats. Et vraiment la clé ce sera les joueurs étrangers. On a un petit peu fait le tour du côté du BBC Monterre. Bon, puis maintenant on arrive au moment crucial. Le jingle. C'est le jingle de la rubrique d'Eric. T'as le jingle. Ah oui, j'ai mis le petit jingle, Eric. Tu sais très bien que t'as ta petite musique. Je suis le seul à avoir la petite musique. Ouais, mais écoute, ma foi, t'as les chips, la musique, c'est la totale. C'est la totale, exactement. Alors, de quoi tu vas nous parler, Eric, ce soir? Écoutez, je vais essayer de vous... En quelques mots, en quelques minutes, vous donner un petit peu les directives qui vont être appliquées dans les salles de basket, des directives par rapport à la pandémie, par rapport au Covid, qui sont assez astreignantes pour les clubs. La première, les fondamentaux sont axés sur l'hygiène. Je vous dis aujourd'hui sera peut-être valable demain, mais après-demain, c'est pas sûr que ça le soit encore. Hein. Ça change régulièrement. On peut déjà être content que le championnat puisse commencer. Ça, c'est déjà une bonne chose. Que Swiss Basket a édicté un protocole pour le retour à la compétition avec différents points. L'hygiène, écoutez, comme pour tout le monde, il faut se laver les mains régulièrement. On nous demandera... Ouais, bien Marco, oui, bien. C'est du kirsch. C'est ce que je disais en aparté avant l'émission. On va parler du Covid, mais entre nous, il n'y a pas le mètre 50 de distanciation nécessaire, mais c'est pas grave. On va quand même continuer. On peut le faire avec les masques, ça va pas être bonheur. Non. Ce qui va être difficile pour les clubs, c'est de gérer les distanciations, le mètre 50 entre les individus, puisqu'on reste plus. Un match de basket dure plus que 15 minutes. 15 minutes, donc il y a cette distanciation. De faire passer auprès des spectateurs que si c'est des places assises, il faut laisser une place entre chaque spectateur, sauf si on est de la même famille, bien sûr. Ça va pas être facile. Les clubs vont devoir avoir un monsieur Covid ou une dame Covid à choix pour eux, qui aura la responsabilité de faire appliquer un certain nombre de points. Ce qui va être aussi difficile, mais je pense que là, c'est en bonne voie, c'est tout ce qui a un rapport avec une rentrée de fonds, c'est les buvettes, puisque les buvettes, selon les directives, doivent, si possible, être à l'extérieur. Ouais, mais si possible, ça veut dire quoi? Possible. Ça veut dire qu'elles seront toutes à l'intérieur. Non. On peut pas boire une bière par moins 10, t'es content, hein? Mais il est recommandé justement d'éviter les attroupements autour des buvettes, autour des gens qui prennent leur boisson, qui boivent leur breuvage. Donc ça va pas être facile. Aussi, lorsque les gens vont arriver à la salle, respectivement à la fin du match, quand ils vont arriver à la salle, ils vont devoir mettre le masque quand ils rentrent dans la salle, tout le monde met le masque. Ça va pas être facile, je pense, à faire respecter pour certaines personnes, hein, parce que comme partout... Il y en a que ça va arranger. Oui, il y en a que ça va arranger.
au niveau de la laine, je pense que c'est vrai que ça peut arranger certaines personnes. Ça va pas être facile pour le monsieur Covid. Et puis après, tout ce qui est joueur et acteur du jeu vont devoir porter le masque. Quand ils vont entre les vestiaires et le terrain de jeu, ils devront porter le masque. Quand ils quittent le terrain de jeu, ils doivent porter le masque. Les arbitres, la même chose. Maintenant, pendant la partie, l'entraîneur principal, donc le coach, lui, et les joueurs qui sont potentiellement susceptibles de rentrer n'auront pas l'obligation de porter le masque. Mais tout ce qui est assistant, statisticiens, physio, médecins, eux devront porter le masque. Mais par exemple, pourquoi l'assistant? Pourquoi pas? Parce qu'il a rien à dire. Prenez Marco l'année passée, il y a 2 saisons, Il fallait une muselière, c'est pas un masque qu'il fallait. mais il n'était pas assistant coach, il était manager. Exactement. Juste. Exactement. Mais donc, plus sérieusement, donc le coach et les joueurs susceptibles de rentrer sur le terrain n'auront pas l'obligation de porter le masque. En revanche, tout ce qui est assistant, médecin et autres le porteront, comme je le disais. Le port de masque est obligatoire pour les officiels de table, le commissaire, pendant la partie. Le ballon du match sera Ripolliné. Les arbitres feront ce qu'ils ne font jamais à la maison, ils vont nettoyer. Je parle pour moi. Ah, d'accord. Je parle pour moi, pardon, excusez-moi. La grande majorité des arbitres, dont je fais partie, devront nettoyer le match à chaque temps mort. Nettoyer le match? Ça va pas être facile, hein? Pardon. Nettoyer le ballon à chaque temps mort. Il nettoie aussi le match. Oui, pas de la même manière. Pas avec un papier et du spray. Donc nettoyer le ballon à chaque temps mort et à chaque fin de carton. Il y aura un ballon par salle qui va briller. Parce que je pense qu'à la fin du match, le ballon brillera. Pour le foot loin. Non, je crois qu'ils sont assez résistants. Ouais. Là, ils ont fait des waterproof. Ils ont. Du gelproof. C'est des ballons Molten. Ils sont de bonne qualité par rapport à cet aspect-là. Et ayant fait 2-3 journées de championnat jeunesse, ça fonctionne bien. Est-ce que c'est vraiment utile? Merci. Ce n'est pas à moi de le dire. Est-ce que ce serait pas plus utile que les joueurs se désinfectent les mains avant de rentrer dans le terrain? Alors ça. Bah ouais. Parce que c'est vrai que nettoyer le ballon, les gars ils jouent et puis après, j'ai pas bien à comprendre la logique moi. Ils ont trouvé un protocole qui correspond. C'est le protocole qui a été validé. Protocole de réfléchir. Protocole de Suisse Basket validé. Moi je suis pas. Règlement, c'est le règlement. GMS règlement. Ensuite, comme je disais, chaque fois à la mi-temps, les joueurs, quand ils vont quitter le terrain, devront porter le masque pour aller jusqu'au vestiaire. Respectivement, quand ils remontent des vestiaires aussi, ils devront porter le masque. Je vais passer l'utilisation des vestiaires parce que c'est pas très intéressant. 18e page. Non, le protocole ne fait que 6 pages. Et il est entre vous et moi, je trouve très bien fait. Et c'est un bon guideline pour les clubs. Après, ça sera l'application qui sera peut-être pas facile à faire. Ouais, tout à fait. Il déconseille d'avoir des animations pendant les temps morts et pendant la mi-temps. Ça va être sympa ces matchs. Donc les masques et puis ça va changer, on va dire. Ah ouais. Ça va changer. Bon, il y a certaines salles où il y avait beaucoup d'animations. Et pas beaucoup de spectateurs. L'accès au terrain sera formellement interdit au public. Mais il l'était pas avant déjà? À la base? À la base, sur le papier il l'était, mais là, là c'est formellement, c'est vraiment écrit. Lui, il me l'a dit souvent que c'est interdit il y a 2 ans. Ouais, je faisais mon job de commissaire. Faire mon tête. Et puis, comme je disais tout à l'heure, tous les spectateurs devront porter le masque, y compris lorsqu'ils se rendent à la buvette. Ils pourront l'enlever pour s'abreuver. Bon, ça, entre guillemets, moi je regarde déjà des matchs du championnat français qui est déjà parti. C'est ça. Ouais. Donc au bout d'un moment, si ça te dérange de porter un masque, tu sais que tu viens pas voir le match, tu regardes sur YouTube. Oui. C'est comme les gens qui protestent sur le fait de mettre dans le bus, si tu veux pas mettre un masque, tu prends pas le bus quoi. Tout à fait. Mais je pense qu'effectivement,
ça ne sera pas facile de faire respecter cela. Et donc tu as une personne chaque fois dans la salle qui devrait être là pour... Il y a un Faire monsieur respecter. Covid Avec un club. costume Covid. Il est masqué, il est entièrement masqué. Il est dans un masque géant, Alors, il comment vient taper sur l'épaule. c'est une des directives que les clubs ont reçues. Ils doivent désigner un monsieur Covid qui a la responsabilité de, Et ça c'est pour quelle ligue? pour les compétitions de Swiss Basket. Donc A, B, Et Première Ligue aussi. ouais. Et même, sauf erreur, même les équipes jeunesse. Et la Liga féminine aussi. Ouais. Et Alors puis, le monsieur Covid pour les équipes jeunesse, c'est peut-être un peu difficile, mais le protocole de faire, pour les arbitres, faire nettoyer le ballon, les officiels de table masque, les gens dans la salle de masque, ça c'est pour toutes les compétitions que Swiss Basket gère. Après, le nombre de spectateurs qui est possible dans une salle, ça c'est chaque canton, respectivement la commune, qui peut dire c'est 100. Un certain nombre, c'est ce nombre-là. Donc c'est les cantons et après les communes Oui. peuvent aussi, elles, aller à Oui, les communes l'encontre pourraient ou aussi, être en mais le canton est maître à bord. est-ce par que rapport les à ça. spectateurs doivent signer une charte avec leur nom? Alors, la charte, je ne sais pas si on peut appeler ça une charte. La charte, mais est-ce qu'ils doivent mettre leur... C'est ce qu'on appelle traçabilité. les collectes des données, c'est le suivi des données. Alors, a priori, oui. Ah, donc c'est Monsieur Covid qui va passer vers tout le monde? Ou Non, ça sera à l'entrée? À l'entrée. À l'entrée. Ouais, t'as intérêt à te pointer 2 heures avant le match alors. Ça dépend. Ouais, oui, c'est des points. À Bâle, il n'y a pas besoin d'être 2 heures avant. Oh, tu peux venir 20 minutes après. Pardon pour les Désolé. Supporters des Star Star Wings. Wings. Je suis désolé, surtout qu'on va parler d'eux après. Ouais. Je suis On dira désolé. du bien. En résumé, pour moi, il faut qu'on se plie à ces directives afin que le championnat puisse continuer jusqu'à ce que Il s'arrête. jusqu'à ce que la pandémie s'en aille. On a la chance de pouvoir faire notre championnat, donc j'engage, si je peux, je fais le slogan protégeons-nous, mais protégeons les autres aussi. Il faut vraiment qu'on puisse faire ce championnat et puis qu'on puisse Oui, aller au Marco, bout il lève la main. Il y a cette Marco fois. qui lève la main. Et qu'il me finisse, il a causé tout le temps avant. Je peux poser un moment ou bien? Eh ben mince, c'est pour ça que je t'interromps pas. Vas-y. J'ai une question. Non, est-ce que les Vas-y. joueurs vont avoir l'obligation de se soumettre à des tests Covid? Aucune idée. Parce que je sais qu'en France, ils doivent le faire. Ils sont obligés. Et du normalement, reste, non hier, je voulais regarder le match, je crois que c'était Le Mont-Portez. 45 minutes avant le début du match, le match a été annulé parce oui, qu'il y j'ai avait vu ça. 11 cas qui étaient Ouais. donc le mouvement jeunesse et la Pro A de Portez qui avaient justement le Covid. Donc je me demande si Swiss Non. Basket demande des comptes que chaque semaine les joueurs se fassent contrôler pour éviter justement qu'il y ait... parce que si ça peut être dramatique, hein, Il le y en a un championnat, qui est il peut touché, ça- bah oui. voilà. Alors, à ma connaissance, non. Sur le protocole de retour à la compétition, il y a le chapitre 4 qui est le suivi des pratiquants, donc de ceux qui jouent au basket. Et c'est un peu, on fait appel à la civilité des gens si par rapport aux symptômes qui pourraient être, que le joueur pourrait ou la joueuse pourrait avoir, c'est à elle ou De à faire lui le nécessaire. de faire le nécessaire et puis d'annoncer respectivement, une fois que l'annonce est faite, et c'est tout de suite. C'est un peu tard. Ça risque d'être un peu tard. Oui, mais à ma connaissance, il n'y a pas de test prévu D'accord. pour chaque Mais joueur. concrètement, il se passe quoi si un joueur a le Covid? Et Il est ternu. le club, il a de la fièvre. Il a des frissons, il a de la toux, il a de la gorge. C'est plus qu'il Courbature mange. généralisée, fatigue déjà. Enfin bref, ce qui se passe, c'est que le club doit sortir un listing des gens qui étaient en contact avec lui et toutes ces choses-là. Après, c'est Swiss Basket qui Et donc décide. à partir de là, ça veut dire Il peut y avoir une quarantaine du club. Quarantaine du club. Il peut. Enfin, pas du club, de l'équipe, pardon. De l'équipe et de son staff. Mais alors, après, comment Swiss Basket va gérer ça, je sais pas. Voilà. On en saura J'ai peut-être. terminé. J'ai trop parlé, oui. J'ai trop... Ouais, c'est déjà 11h30. Alors, mais en tout cas, un grand merci Eric pour toutes ces précisions. Intéressant. Et puis, puis je pense que ça risque d'évoluer aussi. Oui, oui. On va pouvoir passer à la présentation des 2 dernières équipes. Et bien, on va commencer Star Wings, on en parlait tout à l'heure. Star Wings, c'est un bilan un petit peu de la saison dernière et des transferts qu'ils ont pu effectuer. Messieurs, on vous écoute. Bâle, ils vivent quand même des saisons à chaque fois un peu compliquées. Hein. Je veux dire, ça fait des années qui font pas forcément les bons choix des étrangers. Malgré l'année passée qu'il y a eu un super joueur qui s'appelle Jackory Payne
qui était leur petit meneur de jeu. Mais le problème, c'est que c'était tellement autour de lui le désert que c'était compliqué. Franchement, c'était pour moi un des meilleurs. Je pense que c'était le meilleur meneur de jeu du championnat. Il était vraiment, vraiment fort. Talent plein les mains. Le problème, c'est que seul. À côté. Elle a toujours eu un peu cette habitude de prendre à côté de Calazan un gros pivot en plus, donc en général, ça courait pas trop à côté. Ouais. Puis après, c'est pas le plus grand réservoir de joueurs suisses du championnat non plus. Puis c'est toujours les mêmes qu'il y a aussi derrière, qui jouent dans cette équipe. Par contre, cette année, on en a discuté, on s'est téléphoné ce matin, franchement, ça a de la gueule. L'effectif a de la gueule, on trouve l'effectif très intéressant. Ils ont gardé leur noyau, Kostic, Fuchs, Vranic. Un gars comme Vranic, moi ça me surprend qu'il n'y ait pas quelques clubs qui se soient positionnés sur lui, parce que c'est quand même un gars qui... Il compte comme Suisse, non ? Il compte comme Suisse, c'est un gars qui a été aussi sur Ferrer élu MVP d'un mois de championnat, parce qu'ils font chaque fois les Swiss Basket élu un MVP par mois. Donc Vranic était un de ces MVP. Et franchement, c'est un poste 4 qui tient totalement la route en Suisse. Et puis ils ont ce Sébastien Davet qui n'a pas joué la saison passée, qui revient. Ce qui veut dire, c'est que à côté des 4 étrangers, parce qu'ils ont engagé 4 étrangers, juste pour l'anecdote, c'est que Bâle, ils ont une sécurité que n'a pas les autres clubs en Suisse, ça s'appelle Novartis. Donc ils ont un peu une sécurité financière qui leur permet chaque saison... Ouais, ils ont un fonds, mais c'est pas... Mais tu sais comment les gens... Matelas, signes à Bâle, alors tu sais que tu joues dans un cimetière... Ouais, puis t'as des médicaments, oui. Mais au moins tu sais qu'à la fin du mois tu touches ton salaire. Mais c'est vrai qu'à jouer à balle ces dernières années. Faut aimer, Faut aimer le basket, vraiment aimer le basket pour avoir fait des tournois là-bas et tout. Au niveau de l'ambiance, c'est pas ça. Mais bon, voilà. Bref, en gros cette année ils ont quand même une équipe qui tient la route. Julien, tu veux parler des joueurs étrangers ? Oui, donc. Merci Julien. Premièrement, ils perdent ce Jacori Payne, qui je pense, comme tu disais, est un des meilleurs joueurs de l'année passée. Et ils ont fait venir un joueur qui s'appelle Nathan Kriel, qui vient de Hollande. En fait, il vient du club où est parti Jacori Payne, qui a un poste 4, qui a un très bon shoot, 4-3 même en fait, parce que c'est un joueur qui est capable de créer. Ils ont un Matt Milon, qui est un poste 2-3, qui a un gros shooter à 3 points, mais il sait un petit peu faire que ça. Ouais, c'est la version Chris Mullin un peu. C'est gaucher. Chris Mullin, c'est un gars qui avait un shoot, et puis un shoot monstre fiable. Mais c'est vrai que... Il dribble pas beaucoup, c'est catch and shoot ou sortie d'écran, c'est vraiment des choses... Et puis quand je regarde sur ses années universitaires, 70% des tirs qu'il prend, c'est du 3 points. Donc il crée pas grand chose, faut un peu jouer pour lui. Après, je pense qu'aujourd'hui, quand on voit les effectifs avec 4 joueurs étrangers, puis avec 1 ou 2 bons joueurs suisses à côté, on peut se permettre d'engager ce style de profil de joueur. Il est cohérent dans l'effectif. Dans cet effectif-là, il est cohérent. Tu peux te permettre un joueur comme ça. Totalement. Et il se retrouve aussi avec l'intérieur qui était à Nyon l'année passée, Tchèque Sané, qui est un joueur qui a fait du bon boulot à Nyon, qui, je pense, un petit peu comme comment il s'appelle, Pascal Chevaux. Ouais, je voyais pas vraiment comme ça, mais c'est un joueur en tout cas qui va faire le job à l'intérieur, qui va faire le ménage, qui va défendre. Et je pense qu'en Suisse, ce style de joueur peut faire un peu comme Milos Jankovic quand il était à Monté. Ouais, alors c'est un gars, Tchèque Sané, c'est un gars qui est dur, qui défend, qui prend beaucoup de rebonds, il a un peu les mains carrées, on va pas se le cacher. Mais il peut compenser un manque d'un joueur à côté. Surtout dans cet effectif, c'est lui qui va vraiment apporter cette protection du cercle, en gros, parce que Nathan Kriel, c'est pas trop le profil du protecteur de cercle, c'est plutôt un joueur offensif. C'est plutôt un joueur offensif. Donc Tchèque Sané, ça sera vraiment le gars qui va être à l'intérieur. Mais Nathan Kriel va jouer sur les postes 3 et 4, et puis Vranic va plutôt aller à l'intérieur. Ouais, et puis le gros créateur, c'est DeAndre Burns. DeAndre Burns, il fait partie de tout...
ces étrangers un peu combo garde, nouvelle génération, qui aiment beaucoup le ballon, qui est très fort balle en main, qui est très bon en 1 contre 1, joueur très offensif. Donc ça sera à lui. Il y en a toujours un dans ses effectifs. On avait vu avec Boncourt. Là c'est celui qui aura la balle dans les mains et puis qui va créer pour les autres en guillemets. Mais il y a quand même des finisseurs qui sont intéressants. Hein. Joël Fuchs, ça devient un joueur très référencé du championnat. Bon, maintenant il a 31 ans, il commence vraiment à avoir de la bouteille. Mais voilà, comme on a dit, hein, Sébastien Davet qui a fait une saison catastrophique, mais qui a des qualités. D'après les matchs amicaux qu'il y a eu, il a l'air d'être sorti du trou où il était rentré. On n'est plus dans le bal qui va jouer à 5. Et puis qui doivent faire rentrer un U23 comme 6e homme qui va jouer juste 5 minutes pour faire souffler l'étranger ou s'il y a un problème de faute. Là il y a un effectif de 8-9 joueurs il y a Kostic aussi qui est un très gros shooter qui a fait son nom aujourd'hui. Ouais, et puis qui est très très rentable sur le poste 1. C'est vraiment le gars que tu peux mettre en tant que titulaire ou en tant que remplaçant. Alors, il a toujours eu un peu de peine quand il y a quelqu'un qui lui prenait des minutes de jeu. Hein. Avec Jacori Payne, il a été un petit peu en difficulté. Mais DeAndre Burns, c'est tout à fait le gars que tu vas pouvoir décaler en poste 2 et Matt Millen en poste 3. Donc en Suisse, ça, il n'y a pas trop de soucis, quoi. Donc à voir. Et puis il y a un coach qui est Dragan Andrejevic, qu'on connaît, qui est passé aussi par Vevey. Tu sais que ça va être cadré, tu sais que ça va jouer au basket, tu sais que ça va être sérieux, ça va pas être du basket champagne, ça va être rigoureux. Donc à voir, toujours un entre guillemets une expérience quand t'as quand même 3 rookies américains qui débarquent. Hein. Mais après, je pense que je vous attendais discuter. Ça pourrait être la surprise du championnat. En tout cas, ils vont en embêter plus d'un. Je dirais pas que c'est une surprise personnellement, mais par rapport à ce qu'on voyait à l'époque, il y a ces dernières saisons, qu'on voyait Bâle, c'était un petit peu retour aux 30 secondes. Ouais. Donc ça courait pas, c'était pas athlétique. Là au moins tu vas pas rechigner à aller allumer sur YouTube le match de Bâle, quoi. Tu te dis ok, on va peut-être pouvoir voir quelque chose d'intéressant. Absolument pas une équipe à jouer en zone, je pense, parce que je pense que tu te fais démolir avec les shooters qu'ils ont. Je pense que c'est plutôt une équipe qui a besoin d'être en difficulté, poussée pour vraiment les mettre en difficulté. Mais si tu joues avec eux, je pense qu'au jeu de l'adresse, je pense que ça va être une équipe qui va être à droite. Donc voilà. Maintenant, toujours la même chose. Si Tchèque-Sané a une blessure ou a des problèmes de faute dedans, ça va être problématique. Ils ont pas beaucoup ils ont personne pour le remplacer en fait, concrètement. Mais dans le fond, c'est vrai qu'ils ont une équipe qui a quand même quelque chose qui n'a rien à voir avec les années précédentes. Parce qu'à l'époque, avec leurs 2 grands, il suffisait de courir. Du moment où on courait, du moment où on les pressait un petit peu, puis ils n'étaient plus dans leur match. Et on espère de tout cœur qu'il y aura de l'ambiance dans cette salle de Bâle. Alors là, c'est pas gagné, hein. Non. Ça, là-bas, c'est très football. Noël, c'est au décembre. Le basket, alors, ça a de la peine à prendre. Hein, déjà, l'emplacement de la salle. La salle en elle-même. Hein, mais l'emplacement déjà. Une salle de basket, hein, de nouveau. Voilà, quoi. Mais en tout cas, franchement, quand on a préparé le sujet sur Birstal en voyant un peu Star Wings. Birstal, c'était en 1977. Les Star Wings. Même moi, je fais pas le feu. Franchement, quand on a vu les profils des joueurs étrangers, on s'est dit, au moins, c'est cohérent. Franchement, c'est cohérent. Et ça jouera peut-être au basket. Ça jouera sûrement au basket. C'est tant mieux. Messieurs, on a fait un petit peu le tour de Birstal. Oui. De Birstal. Oui. Ah bon, j'ai écrit Star Wings. Des Birstal. Bon, il nous reste une seule équipe. Pas n'importe laquelle. C'est les Lions de Genève. On risque de parler d'un des tout gros favoris de ce championnat. Comme chaque saison. Alors, c'est Lyon de Genève. Si on fait le bilan de la saison passée, on parle un petit peu des transferts et puis du contingent actuel. Qui débute? Marco? Julien? Bilan. T'oses pas, hein? Voilà. Ouais, il a la peine à se lancer, hein. Faire le premier pas. Hein. Ouais, puis Robert Zinn, il est plus à Genève.
Saison pas à la hauteur des espérances, hein, là, clairement l'année passée, et puis je pense que ça se résume au gros marché de transfert qu'ils ont fait cet été. Ils ont quasiment tout changé, hein. C'est de nouveau une page blanche qu'ils ont commencé à écrire. Juste Michael Maroto. Juste Michael Maroto qui est resté, et puis encore Michael Maroto parce qu'il avait un contrat de 2 ans. Hein. Donc je suis même pas sûr que. S'il nous écoute, il est content. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'était contractuel, donc ils l'ont gardé. Après, on va en parler, il a tout c'est logique qu'il y soit. Mais voilà, élimination en demi-finale de la Coupe de la Ligue, 3e du classement. Des changements juste avant le Covid dans le roster, un nouvel étranger à l'intérieur, on a discuté le transfert Agent Kelly, Derrick Coulter, l'échange. On voyait qu'il y avait un truc qui fonctionnait pas, et puis franchement le niveau qu'ils avaient présenté à la demi-finale de la Coupe de la Ligue contre Genève, il était quand même contre Neuchâtel, excuse-moi. C'était quand même en deçà de ce qu'on pouvait attendre de cet effectif, qui avait quand même un sacré effectif, hein. Ça avait une multitude de joueurs qui étaient en équipe suisse, je veux dire, voilà. Donc c'est pas pour rien à mon avis que le président Imad Fatal a décidé de tout changer quasiment, en faisant venir des anciens. Donc le premier move, c'est quand même de faire venir Andrei Stimac, qui était un ancien joueur professionnel de Genève. Qui voulait déjà l'année précédente. Qui a fait ses gammes à côté de Petar Aleksic en tant qu'assistant coach à Fribourg, qui a dû sûrement pas mal apprendre à ses côtés, et puis qui a pris dans ses valises quelques joueurs qui se connaissent bien. Ils étaient bien remplis les valises. Hein. Alors, c'est exactement ce qui s'est passé à l'époque, si tu te souviens, avec Neuchâtel. Le moment où Ruzicic quitte Fribourg alors qu'il assiste en Alexic et qu'il signe à Neuchâtel et qu'il ramasse, je crois, 4 joueurs. Ouais. C'est ce qui s'est passé là. Sauf qu'elle a aussi pris le deuxième assistant, parce qu'en fait les 2 coachs de Genève cette année étaient l'année passée à Fribourg. Après, quand tu regardes, de Fribourg, il y a Timothée Derksen, il y a Brennan Kuba et Jérémy Jonin. Donc ça fait pas non plus énorme. Il y a... Jérémy revient. C'est ça en fait. Il rappelle des gars du club, hein. Un Roberto Kovac, pas forcément du club, mais il a fait ses années à Genève. Un Michel Fik Nzege, c'est un Genevois, hein, à la base. Michael Maroto, il est de là-bas. Brennan Kuba, il était de là-bas. Je veux dire, c'est pas des étrangers au club, donc je pense qu'il y a déjà eu une première volonté, c'est de redonner une identité genevoise à ce club. Alors certes, hein, c'est des sacrés joueurs, hein, qui fait revenir, mais au moins, c'est vraiment, les gens, ils vont pouvoir vraiment se dire qu'ils ont une équipe genevoise sous les yeux. Moi, je suis super surpris d'un Brendan Kuba depuis le début des matchs amicaux. Brendan Kuba, c'est un peu le gars qui fait du bon depuis 4 ans. Hein. Entre Genève, Fribourg, il fait Genève-Fribourg. Et à chaque fois, il a 0 minute de jeu. Et là, franchement, j'ai regardé les matchs amicaux. Il a un profil déjà en tant que joueur suisse qu'on n'a pas. Préparation. J'ai dit quoi? Match amicaux. Il n'y a pas de match amicaux. Tu as préparation. Mais en gros, c'est un profil suisse qu'on connaît pas, hein, longiligne avec des longs bras, un petit peu. De nouveau, hein, prenez ça là, mais c'est un peu à la Giannis. Non, mais s'il est longiligne avec des petits bras, il fait pas basket, hein. Ah, tu sais pas. Mais voilà, enfin, un effectif, on va pas se le cacher, qui est le favori du championnat, clairement. Pour moi, je pense qu'ils sont largement au-dessus. Je sais pas ce que t'en penses, Julien. Je sais pas, j'ai bien regardé, puis je me dis, franchement, le départ de Djurkovic fait quand même mal, je trouve, pas pour avant. Je les voyais clairement au-dessus. Mais le départ de Djurkovic, je sais pas, il y a des plus, il y a des moins. C'est quoi les plus, c'est quoi les moins? Je sais pas, en tout cas au niveau de l'effectif que je regarde, il y a de nouveau ces joueurs, ces joueurs du 5 de base qui ont du temps de jeu et tout ça. Après, Brendan Kuba, on va lui donner sa chance. Pour une fois, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on entend son nom et même de son frère, mais qu'on ne les voit jamais vraiment jouer. Sinon, qu'est-ce que j'ai mis? Non, mais sinon, quand on regarde dans l'effectif qu'il y a,
si je compare à Fribourg, si je compare à Neuchâtel, sincèrement, j'ai pas l'impression que l'effectif de Genève est clairement au-dessus. Après, je pense que la différence se fera sur des petits détails, sur des joueurs qui sont capables de prendre les choses en main. C'est peut-être ce qui manque un petit peu à Fribourg aujourd'hui. Puis est-ce que Neuchâtel a ce joueur avec leur joueur arrière là qui a signé très parce que tu voyais, Marco, tu voyais bien Neuchâtel, toi, hein? Moi, je vois bien Neuchâtel, mais après, c'est clair que la grosse différence qu'il y a avec l'effectif de Genève, c'est l'expérience qu'ont les joueurs suisses. Un Jérémy Jonin, il s'est gagné. Un Michael Maroto, il s'est gagné. Un Roberto Kovac, il s'est gagné. Aussi. Et quand tu vois les autres effectifs, ça reste des effectifs talentueux, mais qui n'ont pas encore prouvé qu'ils peuvent gagner. Donc là, il y a quand même un facteur expérience. Alors, au niveau qui est de non l'expérience, négligeable. ils ont la chose. Et quand je te parle d'un Fribourg où moi j'ai des doutes sur le fait que sur les matchs chauds, ils aient le potentiel de pouvoir se sublimer. Moi, je pense que ces joueurs-là, ils ont l'habitude de le faire et ils sont plus amènes à le faire que Neuchâtel ou Fribourg. Maintenant, voilà, ils ont fait le choix aussi d'étrangers. Un Donatas Sabekis, un Timothée Derksen, Yves Ivanov et Eric Adams. Si on enlève Timothée Derksen, qui pour moi est complètement au-dessus du niveau du championnat suisse, ça reste des joueurs d'équipe. Un Sabekis, un meneur de jeu, quand on regarde les tailles, le meneur de jeu, il fait presque la même taille que le pivot, quoi. Parce que le plus grand, c'est Michel Ofi-Kenzege, il fait 2m3, puis le meneur de jeu, il fait 1m97. Donc c'est quand même un effectif qui est assez... voilà, c'est petit, mais c'est compact, on va dire ça comme ça. C'est tous des joueurs, c'est des rotations à 9. Yves Ivanov, c'est le joueur d'expérience qu'ils ont sorti de Serbie. Pas le gars qu'on va pas le voir souvent dans des highlights, je pense. Mais c'est quand même le gars important parce que c'est quand même le gars qui a de la bouteille, qui est malin, qui a des bonnes mains. Mais c'est clair qu'on va pas le voir prendre des alley-oops de malade. C'est pas lui qui va faire lever les foules. Un Eric Adams, c'est un joueur qui est assez puissant au sol, qui est rapide, mais qui de nouveau, c'est pas lui qui ressort non plus de l'effectif. Les étrangers sortent pas de premier abord de l'effectif, enfin ils sont pas de tape à l'œil. C'est vraiment la qualité collective en fait qui ressort de cette équipe. C'est vraiment, voilà, le but, c'est, je pense que si tu changes quelqu'un, le niveau il descend pas. Et je pense que c'est vraiment ce qui a été recherché. Moi, ce qui me plaisait le plus, c'est je pense que la grosse erreur, pour ma part, je trouve que font les Lions de Genève depuis des années, c'est que très souvent, ils prennent 2 joueurs de trop dans leur effectif. Ce qui fait que ça déresponsabilise certains joueurs. Moi, je pense que l'année passée, typiquement, un Robert Zinn, alors de nouveau, on va taper sur Robert Zinn, je sais pas que je n'aime pas Robert Zinn, mais un Robert Zinn et puis un Hart, l'année passée, dans l'effectif de Genève, était de trop. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, ça déresponsabilise les joueurs de ton effectif si tu as trop d'effectifs. Et là, ce qui me plaisait, c'était qu'ils avaient une rotation à 9 joueurs. Et là, quand j'entends qu'il y a Thomas Jurkovic qui vient, moi, c'est une signature qui ne fait pas rêver. Franchement, ça me fait ni rêver pour Genève, parce que je ne suis pas sûr que ça va mettre une plus-value de malade. Et puis l'avoir avec. Mais oui, mais je pense que même pour le... Ouais. Mais après, oui, c'est une bonne question. Mais même lui, Thomas, dans son évolution, je suis pas sûr que signer au Lyon de Genève actuellement, ça soit une bonne solution. Surtout que si c'est pour remplacer son frère, c'est pas du tout le même profil. Donc on n'est pas du tout dans un remplacement de profil. Bon, et puis après, qui a le même profil que Djokovic aujourd'hui? Brendan Kuba, typiquement, qu'est-ce qu'on va faire avec un Brendan Kuba et puis un comment il s'appelle? Nzege. Non, celui que je suis en train de parler là, il y a un Jurkovic. Pourquoi avoir 2 profils comme ça ensemble? Alors pour moi, c'est deux postes 3 longilignes qui sont capables de mettre de l'intensité, qui sont capables de prendre quelques shoots, percuter. De nouveau, j'ai de la peine à comprendre pourquoi cette volonté de toujours surenchérir. Pour moi, là, ils ont un effectif où tout le monde est responsable, est responsabilisé, tout le monde avait sa place. Et de nouveau, moi je trouve que c'est la signature de trop. Moi, j'aurais préféré un Thomas Jurkovic dire moi je vais aller prendre des minutes sur mon terrain.
franchement, cette année, j'aurais préféré. Après, est-ce que il y a aussi des situations financières, il y a aussi peut-être d'autres choses à voir dans tout ça. Pas sûr que dans la période dans la période de la carrière de Jurkovic, ça soit le moment de penser à l'argent. Alors peut-être après, je suis pas sûr. La situation personnelle, c'est aussi autre chose. Potentiel pour un jour être un top joueur du championnat, il l'est pas actuellement. Et je pense que signer j'ai un peu peur pour lui parce que il rentre dans une Ferrari, quoi. Donc voilà. Il rentre de nouveau dans le questionnement. Ouais, mais il rentre de nouveau ça rentre de nouveau dans le questionnement que j'ai sur Genève depuis des années, quoi. Et là, je me réjouissais. Puis là, c'est une signature. Je me dis, pouf. Voilà. Et tu penses pas qu'il manquerait potentiellement un joueur de taille? Oui, de taille, mais pas de Thomas Jurkovic. De taille, oui. Il manquerait son frangin. Clairement, il manque son frangin. Qui n'a pas été remplacé. Qui n'a pas été remplacé. Mais de nouveau, je pense que ce n'est pas le bon remplacement. Ni pour l'un, ni pour l'autre. Et j'adore Thomas Jurkovic. Hein. On a fait un petit peu le tour sur Genève ou Julien avait quelque chose à rajouter? C'est tout bon. Alors, un des tout gros favoris de ce championnat, selon vous? Ouais, je pense que quand même c'est censé jouer. S'ils gagnent pas 2 titres, c'est un échec, hein, je pense. Bon, ils risquent déjà de gagner la Supercoupe. On va en discuter. C'est notre prochain sujet. Ça tombe bien. Vous n'êtes pas sans savoir que le samedi 3 octobre se passeront les finales de la Supercoupe féminine et masculine, mais ça se passera cette année du côté de Saint-Léonard et non pas du côté d'Yverdon. Par souci d'organisation Covid. Je sais pas, peut-être. Alors, on va déjà vous parler de la finale féminine qui opposera, je vais pas dire comme chaque année, mais presque, Elfic Fribourg au BC Winterthur. Alors là, mes deux acolytes, ils ont croché. Là, ils se sont battus pour avoir des infos, pour vous rendre compte un petit peu de la situation des deux clubs pour cette finale. Alors, on voulait parler de Winterthur, d'Elfic Fribourg pour débuter. Cette fois, c'est Julien qui commencera. Allez, on a tiré au sort. Allez, c'est vendu. Allez, on parle du BC Winterthur. Julien. Non, alors l'année passée, il y a eu... qu'est-ce que je raconte? J'ai peu d'infos là-dessus, en fait, je vous avoue, que j'ai cherché des informations, mais il y en avait assez peu. Mais en gros, on arrive sur la même finale qu'année passée. Parce que je pense qu'ils ont repris exactement les mêmes équipes. Du fait que la saison passée ne s'est pas terminée. Puis ça a relevé que ces 2 équipes qui vont jouer samedi sont 2 équipes qui jouent la Coupe d'Europe, l'Eurocoupe. On trouve donc 2 équipes féminines en Suisse qui jouent l'Eurocoupe. Et par contre, chez les hommes, on se retrouve qu'avec une seule équipe depuis 3 ans, parce qu'avant il n'y a même plus d'équipe qui joue l'Europe. Donc voilà, qui vont jouer en ouverture du match masculin pour... Je ne sais pas si ça se dit encore en ouverture. Généralement, c'est les jeunes qui jouent en ouverture. Ça fait oui, alors il y a aussi des matchs, je sais. On peut avoir des lettres de réclamation. En ouverture d'ouverture, effectivement. C'est intéressant de voir quand même la trajectoire de Winterthur, parce que Winterthur, ils ont quand même fait le choix depuis quelques années, depuis maintenant 2-3 ans, de vraiment miser sur le basket féminin. Et ils se sont dit, quitte à être moyen en Ligue B ou en Liga masculine, on va miser sur le mouvement jeunesse et puis sur l'équipe féminine, puis ce qui fait que ça devient une valeur sûre de la Liga. C'est un peu un classico féminin maintenant, Elfic Fribourg-Winterthur sur les dernières finales. Et puis c'est un peu les finales de Coupe Suisse et les... c'est un peu la bête noire, parce qu'ils les embêtent un petit peu là au niveau des victoires, etc. Alors moi je me suis un peu penché sur le cas Winterthur. Alors elles ont déjà, je trouve que c'est un effectif qui est cette année qui est bien construit, qui est construit pour essayer de faire quelque chose en Coupe d'Europe, parce que c'est quelque chose de nouvel pour elle. Elle se base quand même sur un noyau suisse qui est intéressant, parce que Iva Bosniak, Charlotte Kohler, Cynthia Tomezzoli, qui est la capitaine, qui est un peu emblématique de ce club, qui est là depuis pas mal d'années, et puis Margot Gotchman, qui est une ancienne du Blonay Basket, qui a rejoint cet effectif. Elles ont un noyau suisse sur les postes 2-3 qui est très très intéressant. Et puis ce qui est intéressant, c'est de voir les compléments dans l'effectif qu'ils ont fait. Ils ont justement engagé des étrangères sur les postes où ils sont moins fournis. Et ils ont pris 2 postes extérieurs, une qui s'appelle Devion Wingate. C'est un peu le style qu'on parlait avant de l'américain de Bâle,
Burns, c'est un peu la même chose. En version féminine, c'est tac, je fais beaucoup de dribbles, je cours partout. Enfin, c'est un peu la dynamite dans les jambes. Et puis, ces étrangères un peu modernes sur les postes 1-2 aussi, qu'on a beaucoup l'occasion de voir dans notre championnat suisse féminin. Elle est un peu électron libre. Et puis, elles ont fait aussi le choix de prendre une autre poste 1-2, un peu plus 2, qui est petite aussi. Elle s'appelle Emery Stalston. Elle est beaucoup plus technique que Wingate. Elle a plus de moves, elle a plus ce jeu de 1 contre 1, mais très intéressant dans le sens où je trouve qu'elle se compense bien les deux. Et puis vraiment, ça répond vraiment à un manque. Ils ont vraiment fait en sorte de pas mettre de joueuses sur les postes qui sont déjà fournis par des joueurs suisses. Et c'est vraiment un complément, et c'est ça qui est intéressant. Elles font un choix d'intérieur qui s'appelle Olta Yatskovets, c'est une Ukrainienne. Comment tu le dis? Alors le nom, je ne vais pas vous le redire une deuxième fois. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elles ne font pas le choix d'une rookie qui sort d'université. C'est une femme qui a joué en Eurocup déjà, donc qui a de l'expérience européenne justement dans cette compétition où elles vont participer. Elle a de l'expérience, elle peut prendre la balle depuis l'extérieur, jouer intérieur, mais prendre la balle aussi depuis l'extérieur sur 3-4 dribbles, faire une différence. C'est vraiment, comme je vous dis, c'est un vrai complément à l'effectif. Et franchement, quand tu regardes Winterthur, on fera un petit peu le lien avec Elfic après, mais c'est bien fait, c'est bien réfléchi. Et pour moi, je pense que ça va être une grosse équipe, même l'une des meilleures équipes de Winterthur qu'on a vu depuis quelques années. Elles perdent une très grosse américaine qui était très forte l'année passée, qui s'appelait, j'ai plus son nom, la Britney Jones. Qui elle te tapait des stats. À Fribourg avant, non? Non, elle était à Winterthur où elle te tapait des 28 Il n'a pas bossé le sujet. Je sens seul, c'est le souci. 28 points, elle pouvait te taper des 28 points, 21 rebonds. Alors ça, dans le championnat féminin, tu vois très souvent des gros cartons, mais voilà, c'était vraiment une valeur sûre. Et puis petite anecdote, la petite étrangère qui était à Winterthur l'année passée, elle a signé au Panathinaikos. Donc comme quoi, si tu joues à Winterthur, tu peux quand même aller dans une vraie valeur sûre du championnat féminin. C'est rassurant, ça prouve que aussi que le basket féminin en Suisse peut être un tremplin. Donc ça c'est... Bon, on a fait le tour de Winterthur, voilà, on va parler d'Elfic. Julien, t'as quelque chose à ajouter? Alors Julien, Elfic Fribourg. Bon alors, ça continue content de nous. C'est quand même ça qu'on a vu. Capitale du canton de Fribourg. Attends. Alors, comme on a dit, perdu en finale l'année passée de la Coupe de la Ligue contre Winterthur, ce qui avait amené, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un coach qui a amené la démission du coach juste après. Alors, c'était un peu malaisant parce que ça a été, il s'est, comment il s'appelle, le coach de Boncourt, je ne sais plus le nom. Gaspo, merci. C'était un peu malaisant parce qu'on disait que le coach Delphic allait se faire virer, puis Gaspo était dans les malaisant, non, c'était malaisant. Ouais. Mais voilà, on sentait déjà à l'époque le coach allait sauter pour que Gaspo reprenne les rênes de Delphic, équipe qu'il avait à l'époque avant de venir dans le basket masculin. Donc là, il reprend cette équipe-là. Elfic, moins en moins impérial dans le championnat suisse, à cause de Winterthur, on guillemets, qui monte. Et puis la qualité de Fribourg aussi, avant c'était connu pour avoir le top des joueuses suisses. Et puis là, de moins en moins, il y en a une qui arrête. Par exemple, là cette année, c'est la paire d'Alexia Roll qui a annoncé sa retraite. Donc il y en a chaque fois un peu une qui part, puis ce qui fait qu'elles sont un peu moins impériales dans ce championnat. Après, elles gardent une valeur sûre dans l'effectif, c'est Marielle Giroud. Marielle Giroud, c'est un peu l'équivalent du Nathan Jurkovic sur le basket masculin. Ça veut dire que si tu as Marielle Giroud, c'est que tu as une quatrième étrangère, quoi. C'est un peu l'équivalent. Elle est même au-dessus
des fois des joueurs étrangères que certains effectifs ont. Donc ça, c'est clair que pour ça, Elfic, ils ont un peu de l'or en barre. Ils ont aussi Nancy Fora, qui est leur meneuse de jeu, qui joue en équipe de Suisse, qui est référencée. Des joueuses qui sont là depuis quelques années, comme Tiffany Zali, qui peut avoir aussi des minutes de jeu et des rôles. Mais voilà. Des étrangères cette année, elles ont 3 étrangères. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis l'année passée, il y a 3 étrangères maintenant en Liga féminine. J'ai eu une discussion avec Valère Bula aujourd'hui pour lui demander quel était ce règlement justement. Puis en fait, il disait que de plus en plus, il y avait une infirmière française qui habitait Winterthur et puis qui voulait faire du basket et puis qui était considérée comme une joueuse étrangère. Puis ils ont dit comment répondre à ça. Ils ont dit voilà, on ouvre à 3 étrangères. Puis tant mieux parce que ça peut que bonifier entre guillemets le championnat. C'est qu'on a de la peine aussi, un peu comme le basket masculin, à trouver des joueurs suisses qui ont un haut niveau. Donc ça peut que bonifier le championnat. Donc Elfic fait un choix de 3 étrangères. Une qui s'appelle Aislinn Koenig, qui est un poste 3, très forte sur du catch and shoot, sur de la vision de jeu, pas très athlétique. Ça va être intéressant de faire le parallèle entre les 2 équipes parce que les 2 équipes font des choix d'étrangères qui sont complètement différents. Titiana Aderli, qui est le poste 4 entre guillemets. Alors poste 4 c'est drôle parce que quand on voit les effectifs féminins, poste 4 c'est 1m78. Donc 1m78 mais très puissant, très athlétique, qui va au cercle, très agressif, qui t'a allé un peu tête baissée des fois. Mais voilà, elle a vraiment un physique qui peut déranger les joueuses de Winterthur. Et puis le gros CV, c'est leur 3e américaine qui s'appelle Taylor Conan. Elle était capitaine de North Carolina. North Carolina, c'est pour ceux qui ne savent pas, c'est l'université mythique parce que Michael Jordan était dans cette université, mais elle a genre tapé des records. Elle était l'année passée à 15,7 rebonds dans son université, mais elle a joué, donc elle a fait un cursus de 4 ans là-bas. Et puis elle a le record, je crois que elle fait partie des 2 joueuses qui totalisent un certain nombre de points, un certain nombre de rebonds et d'assists. J'ai pas les chiffres précis, mais voilà, elle est reconnue aussi aux États-Unis pour avoir été une grosse joueuse d'université. Certes, l'université féminine n'a pas forcément la même valeur que l'université masculine, mais quand tu sors quand même d'une université comme ça, avec des stats comme ça veut dire que t'es une joueuse à prendre sérieusement. Alors ce qui est drôle, c'est qu'elle fait presque 1m80. Elle est considérée aux États-Unis comme une joueuse extérieure, entre guillemets. Je pense que chez nous, elle va plus jouer sur l'intérieur, surtout qu'elle a une grosse capacité à aller au rebond. Et je pense qu'au niveau de la complémentarité justement avec Marielle Giroux, ça va être intéressant parce qu'elles auront des intérieurs qui seront très mobiles, qui vont être difficiles à défendre, qui pourront jouer sur les postes intérieurs-extérieurs. Et je pense qu'elles ont Idiliago Bravo, je crois, elle s'appelle comme ça, Diego Bravo, qui est vraiment la poste 5 de l'équipe, qui peut vraiment être le point d'ancrage en cas de besoin. Et je pense que c'est vraiment un effectif qui est malléable et très intéressant, mais il n'y a pas cette joueuse, ce pétard un peu ambulant qui va, voilà, une Alston ou une comme j'ai dit avant. Ça fait drôle de dire Alston. Ouais, ça fait drôle. Une Wingate. À mon avis, ça va être difficile à défendre. Pour une Nancy Fora, ça va être compliqué. Quand une petite qui est très athlétique, on verra peut-être qu'il y aura une zone ou je sais pas quoi, ou je sais pas quelles seront les stratégies des coachs, mais voilà. En tout cas, si on parle des 2 équipes, je pense que l'avantage psychologique, il est du côté de Winterthur. Ah oui. Parce que je pense que elles en font un peu des cauchemars de Winterthur. Parce que bon, maintenant, je vous cache pas que ça serait plus une surprise que Winterthur gagne. Parce que si on regarde les effectifs, ça se vaut. Même je dirais même qu'il y a un petit avantage du côté de Winterthur. C'est clair qu'il y a 2 ans, c'était une grosse surprise. Donc le coach sait comment faire déjouer, le coach de Winterthur sait comment faire déjouer Fribourg. Et je pense que ça sera en tout cas je pense une très belle finale. Ça sera très intéressant de suivre la finale féminine. Et un petit pronostic pour la route? Moi je pense Winterthur. Julien?
Wow. Winterthur, je suis Marco. C'est pas toujours une bonne chose. Hein. Bon, une fois qu'on a parlé de ces dames, on va pouvoir parler de ces mecs. Bon, on va laisser Julien. Hein. Alors, cette fois, la Supercoupe, c'est un peu comme chez les dames. Chez les mecs, c'est tout le temps les mêmes équipes qu'on retrouve à cette finale Supercoupe, soit Fribourg Olympique face aux Lions de Genève. Et c'est toujours les Lions de Genève qui gagnent cette Supercoupe. Julien, pourquoi? C'est eux qui l'ont gagné la dernière fois. Oui. Il y a eu 5 Supercoupes, une victoire de Fribourg et 3 de Genève. Et l'année passée, donc Genève l'a remporté 73-60. Mais de souvenir, Fribourg avait eu des matchs de Coupe d'Europe et tout ça. Puis je crois qu'ils avaient laissé un petit peu passer ce match. Alors on va se retrouver une semaine du début du championnat, dans un match un peu d'ouverture. Fribourg annonce Mbala blessé. Donc on verra comment tout s'annonce ce jour-là. Alors maintenant, voir comment les équipes ont pu se préparer jusqu'aujourd'hui. On sait que Fribourg a eu quelques soucis, en tout cas de préparation, avec Dominique Maurice, entre autres, qui n'a pas pu forcément s'entraîner. Mais ils arrivent avec un match officiel, déjà en tout cas, où ils ont pu jouer. Alors Genève, j'ai pas suivi toute la préparation qu'ils ont faite, donc je sais pas trop où ils en sont au niveau des blessures et tout ça. Ils ont joué dernièrement contre Boncourt. Oui, j'ai vu, oui, effectivement, il y a eu un match qui a terminé ils ont gagné à plus 20, je crois. 40. J'ai arrêté de regarder la fin du... Ouais, okay. Oui, il y a eu plus de 40 points d'écart, effectivement, entre les deux. Non, t'as 53, je sais pas, quelque chose comme ça. Mais alors moi je pense vraiment ce qui va peut-être pencher dans la faveur de Fribourg. Alors déjà Fribourg, il faut que les Américains ils se réveillent. Parce qu'alors, on en discutait tout à l'heure, mais Croquette, c'était Fantomas. C'était pénible à voir. Hein, ouais. Donc je pense que s'ils veulent déjà qu'il y ait un match, il faut qu'ils se réveillent. Il y aura un match. Parce que je pense que Fribourg est quand même dans un rythme déjà de championnat. Ouais, puis il joue à domicile. Il joue à domicile, c'est un avantage. Après, devant peut-être 200 spectateurs masqués, je suis pas sûr que ce soit un avantage, mais ça reste quand même la salle, tu connais 2000. La salle. 2000 ça? C'est 2000, le maximum à Sainte-Croix. Sainte-Croix. Ouh là là. Ouais. Saint-Léonard. C'était un noir et blanc encore la télé. Oui, c'est un noir et blanc. 6 lèvres Fribourg Olympique. Dusko Ivanovic, quoi. C'est 2000 spectateurs à Fribourg, je crois. Mais la capacité de la salle, c'est 3000, c'est 2 tiers. Ok. Bon, de toute façon, il n'y aura jamais 2000 spectateurs. Non, pas pour ce match-là, je pense pas. Qui sait? On ne sait pas. Mais faut leur souhaiter. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont un avantage, c'est qu'eux, ils ont déjà le rythme, entre guillemets, de championnat et de matchs sérieux. Genève a fait des matchs amicaux. Je pense qu'ils sont prêts. Genève est prêt pour en découdre. Nous, on se réjouit parce qu'on a tellement... ça a été un peu... Avant la saga Vevey Basket, il y a eu la saga Fribourg-Genève. Il se passait les joueurs des uns des autres. Il y a eu des histoires, tu me voles les joueurs, Au moins, là, ils pourront découdre sur le terrain. Ça reste les deux des plus beaux effectifs du championnat suisse. Donc, je pense qu'on a tout pour avoir un joli match de basket. On espère le plus serré possible, on espère vous analyser la semaine prochaine avec des images. Ben oui, on en aura des images, heureusement. Puis un favori sur ce match? Julien. Merci. Moi, je pars sur Fribourg du fait qu'ils ont déjà joué. Ok. Moi je pars sur Genève parce que je pense que si Genève joue son jeu de transition rapide, avec l'adresse, avec les joueurs à droite qu'ils ont, j'ai trop de doutes actuellement sur le Fribourg Olympique que j'ai vu la semaine passée, contrairement au Genève convaincant que j'ai vu, surtout avec un Boris Mbala qui est blessé et que je pense qui était la vraie arme pour stopper Timothée Derksen, parce que Timothée Derksen, selon comment, il peut faire un sacré chantier. Ouais, donc ça risque d'être compliqué quand même pour Fribourg. Enfin, à mon avis Genève. aussi. Moi, je dirais Genève. Ouais, je suis d'accord. On a